Lamine Yamal a fait son grand retour avec l'Espagne et ça a permis à la Roja de gagner à nouveau. Mais ce n'est pas non plus le seul des arguments. Déjà, si on commence tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à dire, il y a une compo qui a été retravaillée et sous pas mal d'aspects. Dans un premier temps, quand on observe, bien sûr, le crack catalan est présent, mais il y a aussi Pedro Porro qui a été titularisé. Il y a aussi un joueur comme Alex Baena sur l'aile gauche ou encore Dani Olmo. Et les trois ont été extrêmement importantes dans cette victoire. C'est ce qu'on va observer et on va même regarder quelques ajustements tactiques de Luis de la Fuente qui ont fait la différence. Commençons déjà par le premier but. Tout avait démarré avec Alex Baena sur le côté gauche, justement, qui va servir Oyarzabal en profondeur avec un superbe extérieur du pied. C'est très bien joué de sa part. Ce qui me plaît, c'est que dès que le jeu s'accélère sur le côté gauche, Lamine Yamal va commencer un sprint sur l'aile droite. Il va directement être connecté à l'action. Il va aspirer le défenseur sur lui et c'est bien parce que ça libère de l'espace dans son dos et ça permet à Oyarzabal au moment de vouloir centrer d'avoir le choix entre une passe en retrait par exemple pour Dani Olmo ou bien une passe au second poteau pour Yamal. Il va opter pour l'option numéro 2 et Yamal lui va bien suivre et couper le ballon au second poteau pour réussir à marquer. C'est très bien joué mais surtout de la part d'Oyarzabal quand même. Parce que le centre, il est somptueux. Le dosage est parfait. Il frappe fort dans le ballon. Et puis même la précision, elle est totale. Yamal est là où il faut parce qu'il a été connecté dès le début de l'action. Et c'est très bien joué à ce moment-là. Le second but, par contre, c'est une action, pour moi, qui est la moins bien construite de l'Espagne. Il y a eu pas mal de cafouillage, mais ça a servi quand même pour marquer. Et ça commence encore une fois avec Alex Baena. Mine de rien, c'est un joueur qui a été souvent présent dans les actions de but. Vous allez le voir tout au long de la vidéo. Déjà là, c'est lui qui tire le corner. Ok. Ensuite, ça arrive au premier poteau. Il y a une déviation dans un premier temps. Ça arrive sur Dani Olmo qui va tenter une frappe mais va complètement la rater. Ça revient sur Aymeric Laporte qui lui va faire une remise pour Oyarzabal. La remise est manquée mais il arrive à se battre Oyarzabal et à frapper de l'extérieur du pied pour réussir à marquer. Quand on regarde encore une fois, la remise de Laporte, elle est bien pensée parce qu'il n'a pas une position où il peut tenter de marquer. Donc, il voit le joueur dans son dos et il le fait très bien. Ok, Oyarzabal, il est actif parce que d'abord, il va arracher le ballon et ensuite, il fait l'extérieur du pied. La finition est somptueuse. Ok, mais on va pas se mentir, c'est pas une action très bien construite. C'est surtout une action où on voit un petit peu de réussite côté espagnol et on voit que les Saoudiens étaient débordés. Et on voit aussi une intensité beaucoup plus importante que face au Cap-Vert où les Espagnols étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus agressifs sur le porteur du ballon et ça c'est une très bonne chose. Par contre le troisième but, je l'ai trouvé très très beau. Quand on regarde en soi, ça commence encore une fois avec qui? Avec Alex Baena. Je vais en parler de lui plus en détail, mais il a vraiment fait un bon match et il a été sous-coté. Lui, il démarre sur le côté gauche. Il a une position où il est en 1 contre 1 face à son latéral, mais après, il va directement accélérer, entrer vers l'intérieur avec une conduite de balle où le ballon est très proche de son pied. Il va servir un coéquipier et il aurait pu jouer la facilité avec Pedri ou Rodri, mais il va aller chercher de l'autre côté Pedro Porro et c'est là qu'il réalise une passe qui va changer de rythme et qui va laisser de l'espace à Porro. Parce qu'une fois qu'il a le ballon, on voit qu'il a le choix. Soit il va donner la balle à Lamine Yamal qui sera en 1 contre 1 et c'est très dangereux, soit il va tenter sa chance ou centrer, il a pas mal de possibilités. Et lui, il va centrer à la base, je pense, pour Dani Olmo, il rate un petit peu, ça revient sur Cucurella qui lui fait une remise pour Dani Olmo, qui lui va encore une fois faire une remise, mais là, elle est magnifique. Cette tête comme ça au second poteau pour Oyarzabal, c'est très très bien joué. Et là, Mikel, il va terminer avec une frappe en pleine lucarne, il est bien placé, mais l'action a été très bien construite. Et quand on regarde encore une fois, ce qu'on peut se dire aussi, avant de voir la précision du centre de Pedro Porro, c'est que Baena est entré vers l'intérieur et que Cucurella a pris le couloir. Et avec Gavi, ce n'était pas le cas. Parce que là, quand on regarde en soi, c'est Cucurella qui fait une remise. Baena est complètement rentré vers l'intérieur à ce moment-là. Lui est dans une position de véritable numéro 9. Et puis, c'est Dani Olmo qui va faire la remise de la tête pour Oyarzabal qui va marquer. Et si jamais Oyarzabal arrive à être seul, c'est parce que le défenseur tient Alex Baena. C'est ça que je voulais aussi vous expliquer. Lors du match de l'Espagne face au Cap-Vert, j'avais expliqué aussi que l'animation du couloir gauche, comme celle du couloir droit aussi, était très mauvaise. Parce qu'on avait Gavi qui devait apporter une supériorité au milieu de terrain, mais il y avait déjà 3 milieux de terrain.
Cette fois-ci, on a un milieu qui est plus offensif comme Dani Olmo. Et en plus de ça, on voit bien que Baena rentre souvent vers l'intérieur et Cucurella occupe l'activité sur le couloir gauche. Et là, ça offre beaucoup plus d'options aux Espagnols qui sont souvent très dangereux. Une autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est le pressing mis en place par les Espagnols. On le voit, ils ont étouffé les Saoudiens et très facilement ils ont récupéré des ballons comme ici où le gardien sous pression va rater une passe, ça revient sur Oyarzabal qui va tenter directement un extérieur du pied. C'est très bien réalisé de sa part techniquement, mais ça touche ta part transversale, dommage. Parce que là, il aurait pu mettre son triplé, mais il a eu une autre situation aussi pour mettre son troisième but qu'il a manqué. Ça avait démarré avec Rodri, qui va donner un ballon pour Pedri. Et là, l'intelligence et la vista, elle est présente parce qu'il va donner une passe comme ça, derrière son pied d'appui, sans regarder, en profondeur pour Oyarzabal, qui lui va directement tenter une frappe. C'est contré par la défense, ça revient sur lui, il retente une frappe. Et là, par contre, il la croise beaucoup trop et va la manquer cette fois-ci. Pour le quatrième et dernier but des Espagnols, essayez de deviner avec qui ça va commencer, l'action. C'est pas compliqué, c'est toujours le même, c'est Alex Baena. C'est fou quand même, il est toujours au départ des actions de but. Et pourtant, sur les réseaux, j'ai pas beaucoup regardé, mais je suis persuadé qu'il n'y a pas grand monde qui vont parler de sa performance. Alors qu'il a été excellent, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, il va tirer un corner directement. Ça va être repoussé au premier poteau, il y a un petit cafouillage encore une fois, mais ça revient sur Cucurella qui va armer une reprise de volée et à ce moment-là, c'est un contre son camp. Ce qu'il faut se dire, c'est que Cucurella, il tire très bien dans le ballon, mais c'est reposé par le gardien et c'est touché par le genou du défenseur de l'Arabie Saoudite et à ce moment-là, ça va au fond des filets et c'est fini à ce moment-là pour les Espagnols. Je vais tout de même montrer une dernière action, celle du 5e but inscrit qui a été refusé ensuite, mais ça ne se jouait pas à grand-chose. J'avais bien apprécié ce qu'ils ont produit. Ça avait démarré sur le côté droit avec Jérémy Pino qui va trouver vers l'intérieur Fabian Ruiz qui lui va donner un très très bon ballon. Franchement, j'ai bien apprécié là cette passe qu'il va donner pour Pedro Porro. Ce qu'il faut se dire, c'est que dès que Pedro Porro reçoit le ballon, Ferran il se précipite et il fait directement l'appel. Il comprend vite le jeu, mais un peu trop vite justement parce qu'il va recevoir le ballon, il va réussir à marquer OK, mais il y avait bel et bien position de hors-jeu. Alors, est-ce que Ferran s'est trop précipité? Est-ce que l'enchaînement de Porro n'a pas été assez rapide? Je pense que c'est un peu des deux. En réalité, je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre qui ait posé problème. Je pense surtout que les deux n'ont pas eu le parfait timing. Par rapport à Luis de la Fuente, c'est évident qu'il a vraiment bien géré ce match-là, qu'il a vu les erreurs qui ont été faites face au Cap-Vert et qu'il ne les a pas du tout reproduites. Et ça, c'est la marque des grands coachs parce que beaucoup font des erreurs mais n'arrive pas forcément à les rectifier. Lui, il a réussi à le faire. C'est pas juste l'idée de se dire que Lamine Yamal était là, donc ils ont gagné et ça a été plus facile. Oui, en partie, c'est sûr, on va revenir sur son match. Il a été énorme, ok. Mais c'est aussi une question de se dire qu'il y a eu des ajustements. Par exemple, on a vu que Llorente n'a pas été titularisé, alors que ça n'a pas été forcément un mauvais joueur, mais on va dire que Porro a eu l'activité sur le couloir droit pour permettre à Lamine Yamal d'aller vers l'intérieur et d'avoir plus d'espace aussi de temps en temps pour pouvoir créer la différence dans cette zone-là du demi-espace. On a vu Alex Baena qui a été titularisé. Lui entrait beaucoup vers l'intérieur pour laisser totalement le couloir à Cucurella. Donc les latéraux ont eu des rôles différents et ont été beaucoup plus importants et beaucoup plus dangereux que lors du précédent match. Et ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, bien sûr, un joueur comme Dani Olmo, il a été très bon. Je vais commencer par lui. Il a été souvent entre les lignes. Il a un assist, mais globalement, c'est un joueur qui, de par son positionnement et de par sa présence, gênait les défenses adverses et laissait plus d'espace à Oyarzabal parce qu'il occupait un petit peu ces zones-là. Mais ils sont intelligents, ils arrivent bien à se comprendre les deux et à ne pas se marcher dans les pieds. Donc, il a été très bon et il a fait la différence. Mais c'est une évidence, selon moi, que c'est un joueur qui va performer très facilement face à ce genre d'équipe-là, face à des blocs bas. C'est le genre de joueur qui peut débloquer des situations. Et il n'a pas été monstrueux, mais il a été très bon, il a été dans le ton. Forcément, si on parle d'individualité, je vais parler d'Alex Baena. Parce que je l'ai expliqué, il a été au départ des 4 actions de but. Il a été très important pour l'Espagne. Ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. C'est un joueur qui ne fait pas vibrer quand on le voit sur le terrain, mais il est très intelligent. Et à la base, ce n'est même pas un ailier, c'est plutôt un numéro 10, un joueur très créatif au cœur du jeu. Là, il joue à cette position parce qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles en Espagne. Victor Munoz n'est pas à 100% du tout, Nico Williams non plus, donc il a dû commencer. La dernière fois, c'était Gavi, mais cette fois-ci, ça a été lui. Et il n'y a pas de doute, selon moi, il a fait beaucoup mieux que Gavi dans cette position-là. Alors que je l'avais critiqué, j'avais dit avant le début de la compétition qu'Alex Baena,
c'est un joueur que je n'aime pas voir à cette position, mais vu ce que Luis Lafuente a entre ses mains, et c'est-à-dire pas grand-chose, au final, il sort du lot. Et là, il a vraiment fait un bon match. Il n'y a rien à dire. J'ai trouvé qu'il a voulu prouver qu'il méritait sa place. Il a vraiment joué avec la bonne attitude et techniquement, il était dans le ton. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à signaler. Bien sûr, Lamine Yamal, il faut en parler. Dès le début du match, on l'a vu, assez impactant dans le dribble. Même des fois, on essaie de le bouger, il résistait et puis il éliminait en un contre un très facilement. Il arrivait à trouver de bonnes passes, à bien centrer et en très peu de temps, il a plié le match. C'est lui qui met le premier but, mais après, constamment, le danger arrive. Et même des fois, par exemple, il n'est pas impliqué directement dans l'action de but, mais c'est lui qui va attirer beaucoup de joueurs sur lui et libérer de l'espace pour les autres parce qu'il fait tellement peur aux défenses qu'il y a plus d'espace pour les autres. Et ça, c'est très bénéfique parce que d'autres joueurs peuvent vraiment utiliser ça à leur avantage et c'est ce qui peut arriver de temps en temps. Oyarzabal, par exemple, il est beaucoup plus fort quand Lamine Yamal est là parce qu'il a beaucoup plus d'espace pour lui et il peut en profiter. Et ça, c'est vraiment, vraiment positif aussi. Donc là-dessus, c'est un point qui est important. Maintenant, c'est clair et net dans ma tête. Lamine Yamal n'est pas à 100% physiquement et il doit encore beaucoup monter en régime. Si jamais il joue titulaire face à l'Uruguay et il joue une bonne heure de jeu, au max 70 minutes, c'est déjà très bien. Et après, en 16e de finale, l'objectif sera qu'il joue l'entièreté du match, sauf si la rencontre est pliée assez rapidement, bien sûr. Mais ce serait bien. Comme ça, définitivement, il pourra monter en puissance et réaliser des matchs de haut niveau en termes d'intensité du début jusqu'à la fin. Ce serait l'objectif pour les Espagnols parce qu'il est forcément vital, il est très important. Mais ça, c'est le cas pour n'importe quelle sélection. Si tu as un joueur comme ça, tu ne sais pas t'en passer parce qu'il fait tellement de différence que oui, il est différent des autres. Bien sûr, je pourrais encore mentionner pas mal de joueurs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé Cucurella. Je trouve qu'il a apporté quelque chose de fort sur le côté gauche d'un point de vue offensif. Et ça, c'est pertinent parce qu'on parle beaucoup de Nico Williams, Victor Munoz, tout ça. Il y a un petit flou sur cette zone-là. C'est un profil différent Cucurella, mais si jamais offensivement, il peut apporter du danger, ça reste pertinent. Ça reste le pendant de Lamine Yamal d'une autre manière, mais ça peut toujours être très intéressant pour l'équipe. Et attention à ça. Attention parce que s'il y a un ailier qui monte en puissance, déjà qu'il y a Cucurella, c'est une aile gauche qui va être vite très dangereuse. Et à ce moment-là, côté droit, il y aura un équilibre qui va être trouvé avec Lamine Yamal. Et là, par contre, ça va être fini. Parce que si ça se joue trop sur Yamal, ça va être compliqué pour l'Espagne. Si ça se joue bien des deux côtés, ça peut faire des ravages. Et Cucurella a une grosse carte à jouer. Je trouve qu'il a fait un très bon match face au Cap-Vert. Un très bon match, encore une fois, cette fois-ci, face à l'Arabie Saoudite. S'il continue sur cette lancée-là, il peut aller loin dans cette Coupe du Monde en étant un joueur important de l'Espagne. Et ça, ce serait top. Globalement, il y a aussi un joueur dont on mentionne très peu le nom et j'aimerais en parler justement à cause de cela. C'est Pau Cubarsí. Il a fait un très gros match. Quand on regarde sa fiche statistique, c'est assez affolant. Il a vraiment tout cassé sur son passage. Il a été très impactant défensivement et surtout à la relance, balle au pied. Mais c'est sûr que par exemple face à l'Arabie Saoudite, il n'a pas été beaucoup challengé. On n'a pas beaucoup vu Cubarsí qui devait défendre. Il y a eu quelques situations, pas plus que ça. Mais les situations qu'il a eues, les peu de fois où il a pu se montrer, il l'a fait de manière très pertinente. Et puis, c'est surtout balle au pied. C'est l'un des rares défenseurs centraux qui peut autant participer au jeu de son équipe, aux phases de possession et au début des attaques. Vraiment, c'est un joueur, c'est le type de joueur, vous savez, il fait des passes, des fois, ça ne fait pas rêver. Il y a un pressing adverse, il y a un joueur à sa droite qui est libre, mais s'il donne le ballon au joueur qui est juste à droite de lui, ça va juste faire coulisser le pressing d'un étage. Alors que si par exemple il donne le ballon au joueur qui est 2 ou 3 crans à côté de lui, donc bien plus loin, là ça va casser un peu le rythme du pressing et ils devront se réorganiser. Et c'est ce genre de petites prises d'initiative qui font qu'au final l'Espagne a de l'espace et peut accélérer. Et ensuite Lamine Yamal a beaucoup plus de situations où il n'a pas 3 joueurs face à lui mais 2. Et pour un joueur de son niveau, ça change déjà de la donne. Donc c'est des petits détails comme ça qu'il faut observer, mais il est très important, il est très impactant. Et pour lui, si jamais il continue sur ce rythme-là, il va passer un cap dans sa carrière. Bien sûr, on l'attend face à des gros qui vont beaucoup plus le challenger défensivement. C'est là où on veut vraiment l'observer. Mais avec ballon, il est phénoménal et ça, il faut le préciser, bien sûr. Par rapport à tout ça, l'Espagne a rassuré, l'Espagne a envoyé un message fort. Certaines individualités ont montré un beau visage. Oyarzabal a été critiqué, là il est revenu au devant de la scène, j'en ai même pas parlé, je crois, mais ouais, doublé, passe décisif. Il a été monstrueux, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, il est sorti à la pause carrément, il avait déjà fait le taf. Il aurait pu mettre son triplé. S'il avait un triplé et une passe D, ça aurait été fou. Ça aurait été le joueur qui a fait le plus de stats sur un match de Coupe du Monde dans cette édition.
Et ça aurait été formidable pour lui. Malheureusement, il était pas loin, mais il n'a pas su le faire. Après, ça reste quand même un match dingue. Et ça reste un joueur qui a repris vraiment beaucoup de confiance. Et c'est important pour l'Espagne, pour le fond de l'attaque, qui ne va pas miser essentiellement sur Yamal. Et au plus d'autres joueurs offensifs vont briller, au plus Yamal sera dangereux. Parce que là, ce ne sera pas le joueur qui doit faire la différence, ce sera un joueur de plus qui devra faire la différence. Et là, ça change totalement la donne pour l'Espagne. En tout cas, j'ai hâte de voir l'affiche face à l'Uruguay. Je pense que c'est un challenge différent où physiquement, ils vont être davantage pris en considération, ils vont être beaucoup plus challengés et ça peut être un petit peu différent, même si je trouve que cette équipe uruguayenne est très faible, mais ça reste mon avis personnel encore une fois. Mais j'ai hâte de voir ça et je pense encore une fois que cette équipe espagnole a beaucoup de qualité et qu'on n'a pas vu grand-chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects dans cette équipe-là qui peuvent être améliorés rien qu'individuellement. Si Nico Williams arrive à retrouver sa forme à 100%, c'est tout autre chose. Et en dehors des individualités, il y a aussi les changements tactiques de La Fuente qui sont très pertinents et qui peuvent aspirer à de belles choses pour la suite. Et c'est ce qu'on va observer. Quoi qu'il en soit, si vous aimez ce genre de contenu-là, analyse pour l'Espagne, je peux le faire tout au long de la compétition, ça ne me dérange pas parce que je vais suivre d'un œil très très fin leur match. Ça me tient à cœur et c'est pour ça que je ne vais rien rater de tout cela. Pour d'autres nations aussi, potentiellement, notamment l'Argentine, parce que c'est El Grande Leo, tout de même, il faut quand même respecter. Mais globalement, je suis chaud si vous êtes chaud. Et de toute façon, sur la chaîne secondaire Footballcast, il y a beaucoup de contenu aussi qui sort. J'ai fait des vidéos analyses sur les États-Unis déjà, sur France-Sénégal, sur Allemagne-Côte d'Ivoire. J'en ai sorti pas mal. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu, comme ça, vous pouvez kiffer aussi. Et puis sinon, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Je sais que maintenant sur YouTube, par rapport au like, c'est plus affiché de la même manière. Et à cause de ça, je sais qu'il y a moins de likes sur mes vidéos, mais en globalité sur YouTube, parce qu'ils sont moins visibles et le bouton a changé, donc ça donne moins envie de cliquer. Mais faites-le s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. On vise les 100 000 abonnés. On n'est pas là pour rigoler, donc je compte sur vous. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.